macabre mystère. Le 6 octobre 2002, à Richwoods, Missouri, aux États-Unis. Une petite ville paisible, entourée de forêts épaisses et de routes rurales à perte de vue. Le genre de lieu où tout le monde connaît tout le monde, où l'on peut laisser les portes ouvertes et les enfants jouer dehors sans crainte. Ce dimanche après-midi, un garçon de 11 ans enfourche son vélo orange pour rendre visite à un ami, à quelques kilomètres de chez lui. Le soleil brille, les feuilles d'automne bruissent sous la brise légère. L'air est doux, presque rassurant. Il s'appelle Shawn Hornbeck. Il porte un jean, un t-shirt et une casquette à l'envers. Ses parents, Craig et Pam, le regardent partir avec un sourire, inconscient que ce sera la dernière fois qu'ils le verront pendant des années. Sur la route, Shawn disparaît. Son vélo sera retrouvé, abandonné, appuyé contre un arbre, comme posé là par une main étrangère. Aucune trace de lutte, aucun témoin, juste le silence oppressant des bois. Ce jour-là, un enfant s'évapore dans la nature, et avec lui commence un cauchemar qui durera plus de 4 ans. Et l'histoire que je m'apprête à vous raconter va vous hanter pendant longtemps. Les recherches s'organisent immédiatement. Des bénévoles parcourent les routes et les forêts. Des hélicoptères survolent les environs. Des chiens pisteurs reniflent chaque sentier, chaque buisson. Toute la communauté est mobilisée. Craig et Pam Hornbeck, désespérés, distribuent des affiches, contactent les médias, prient pour un miracle. Mais les jours passent, puis les semaines. Aucune piste, aucun indice concret. Shawn semble s'être volatilisé, emporté par un souffle invisible. Les enquêteurs envisagent tout, la fugue, l'accident, l'enlèvement. Mais rien ne colle. Il n'y a ni témoin, ni véhicule suspect, ni trace ADN. Le temps efface les certitudes. Peu à peu, la disparition de Shawn devient un cold case de plus, un mystère silencieux qui pèse sur la ville entière. Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres de là, dans une petite maison de Kirkwood, un homme mène une vie en apparence ordinaire. Il s'appelle Michael Devlin, 37 ans, un employé tranquille d'un cybercafé, sans casier judiciaire, sans histoire. Les voisins le connaissent à peine, le voient comme un homme discret et réservé. Mais derrière cette façade anodine, un secret monstrueux se cache. Shawn Hornbeck est vivant, et il vit chez lui. Kidnappé sur la route, menacé, terrorisé, Shawn a été réduit au silence. Pendant des mois, puis des années, il dort dans une petite chambre, sous étroite surveillance. La chambre est minuscule, à peine plus grande qu'un placard. Un matelas au sol, un rideau sombre cloué aux fenêtres. Shawn n'a droit qu'à la lumière artificielle. Devlin lui interdit de parler fort, de s'approcher des fenêtres, ou même de se regarder trop longtemps dans le miroir. Parfois, pour le punir, il le laisse des heures dans le noir complet, sans nourriture, juste pour qu'il apprenne le silence. Shawn finit par appeler son ravisseur Michael, non par affection, mais par réflexe, pour éviter la colère. Il le voit rire, manger, sortir, alors que lui n'existe qu'entre ses murs. Il obéit à tout. Devlin lui dit quand manger,
Quand parler? Quand sortir? Petit à petit, la peur devient une prison invisible. Shaun cesse d'appeler à l'aide. Shaun disparaît au sein même du monde qui l'entoure. Les murs de cette maison deviennent des barreaux invisibles. Chaque regard, chaque mot de Devlin est un rappel constant de son emprisonnement. Il lui a très bien fait comprendre que s'il se rebellait ou tentait de s'évader, il tuerait ses parents, sans aucune peine. Alors Shaun, de son jeune âge, obéit. Chaque soir, Shaun subit des tortures psychologiques ainsi que physiques. Il se fait agresser sexuellement toutes les nuits. Le 4 janvier 2007, Devlin lui répète sans cesse qu'il est mort pour tout le monde, que ses parents l'ont oublié. Il lui retire son identité, le rebaptise Shaun Devlin et lui rase parfois les cheveux pour qu'il ne se reconnaisse plus. Avec le temps, Shaun s'adapte pour survivre. Il apprend à deviner les humeurs de son bourreau, à répondre sans trembler, à se rendre invisible dans sa propre vie. Cinq ans après la disparition de Shaun, un autre enfant disparaît, Ben Ownby, 13 ans, en rentrant de l'école, à Beaufort, Missouri. Les similitudes sont frappantes. Un jeune garçon, une petite ville, un enlèvement sans témoin. Les familles retiennent leur souffle. Les journaux parlent d'une deuxième tragédie. Mais cette fois, un détail change tout. Un camarade de classe, le dernier à avoir vu Ben, raconte avoir aperçu un pick-up blanc quitter les lieux à vive allure. La police lance une alerte nationale. Les heures passent, chaque minute est lourde d'inquiétude. En quelques jours, les enquêteurs localisent un véhicule correspondant à la description et il appartient à Michael Devlin. Le 12 janvier 2007, les agents du FBI et de la police locale frappent à la porte de Devlin. Dans son immeuble de Kirkwood, le cœur battant, ils s'attendent à trouver Ben. Mais en entrant, ils découvrent deux enfants. Ben Ownby, disparu depuis 4 jours. Et à côté de lui, un adolescent silencieux, au regard fuyant. Lorsqu'un agent lui demande son nom, il murmure. Je m'appelle Shaun Hornbeck. Les policiers restent figés. Le garçon que tout le Missouri croyait mort depuis 2002 est devant eux, vivant. Les détails qui émergent glacèrent le sang. Shaun avait été enlevé sur la route, menacé de mort dès les premières heures. Le ravisseur lui avait dit que s'il tentait de fuir, il tuerait ses parents. Pendant 4 ans, Shaun a vécu sous un autre nom. Il sortait parfois, jouait à la console, parlait avec des voisins. Mais la peur le maintenait captif, même en liberté. Devlin lui permettait parfois d'aller dehors, mais toujours sous son contrôle, dans la voiture, dans des parcs isolés ou même dans le cybercafé où il travaillait. Certains voisins se rappellent d'un adolescent poli, calme, souvent seul. Personne n'aurait imaginé qu'il vivait avec son ravisseur. Devlin le présentait comme son neveu ou son fils adoptif. Et Shaun jouait ce rôle, prisonnier d'un mensonge devenu sa seule protection. Un emprisonnement psychologique absolu. Certains l'avaient aperçu dehors, seul, sans jamais imaginer qu'il était cet enfant disparu depuis des années. Michael Devlin avait réussi l'impensable, transformer une victime en fantôme vivant, intégré dans le monde, mais effacé de lui-même. Chaque détail de cette vie volée est un rappel cruel. La peur peut devenir un mur invisible autour d'un enfant. Lorsque Ben Ownby fut enlevé, Shaun sentit la terre se dérober. Il avait compris que tout recommençait,
Il tenta discrètement de prévenir un ami sur Internet, mais la peur l'empêcha d'aller plus loin. Cette fois, le sort d'un autre enfant dépendait de son silence. Le 13 janvier 2007, Craig et Pam Hornbeck reçoivent l'appel qu'ils n'espéraient plus. « Nous avons retrouvé votre fils. » Lorsqu'ils le revoient, pour la première fois, les parents s'effondrent. Le garçon de 11 ans qu'ils avaient perdu est désormais un adolescent de 15 ans. Il a tellement changé. Il a grandi sous la peur, sous le silence, sous le contrôle total d'un ravisseur. Lorsqu'il rentre chez lui, Shaun ne reconnaît presque rien. Sa chambre lui semble étrangère, ses parents plus âgés. Il dort, la lumière allumée, se réveille en sursaut à chaque bruit de pas. Les psychologues qui l'accompagnent parlent d'un conditionnement profond, similaire à celui des prisonniers de guerre. Mais peu à peu, grâce à sa famille, Shaun recommence à parler, à rire doucement, à se regarder dans le miroir sans peur. Chaque jour devient une victoire, silencieuse, contre l'ombre de Devlin. Les retrouvailles bouleversent l'Amérique. Les médias parlent du miracle du Missouri. Mais derrière la joie, il y a des cicatrices invisibles. La peur, la honte, la reconstruction. Shaun doit réapprendre à vivre, à parler, à exister sans obéir. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire est un apprentissage de liberté. Michael Devlin est arrêté et inculpé pour multiples chefs d'enlèvement, séquestration et agression sexuelle. Lors du procès, il ne cherche pas à nier. Il plaide coupable, évitant ainsi la peine de mort. En 2007, il est condamné à 74 peines de prison à perpétuité, une pour chaque jour, chaque peur, chaque nuit volée à ses victimes. Shaun, lui, choisit le silence public pendant longtemps. Puis, en 2009, il fonde une organisation pour aider les enfants disparus. Il dit vouloir transformer sa douleur en force. J'ai survécu à l'enfer. Maintenant, je veux aider ceux qui y sont encore. Aujourd'hui encore, la route où Shaun a disparu reste la même. Longue, bordée d'arbres, paisible en apparence. Les habitants évitent d'en parler. Mais certains affirment que, certains soirs, on entend le vent siffler entre les branches, comme un appel lointain. L'affaire Shaun Hornbeck reste un symbole de survie, mais aussi une question vertigineuse. Combien d'autres enfants, aujourd'hui encore, vivent prisonniers derrière une porte fermée, sans qu'on le sache? Chaque disparition est un rappel silencieux que la liberté peut être volée en un instant, et que parfois, les fantômes vivent parmi nous, invisibles, attendant que quelqu'un entende leur histoire. Aujourd'hui, nous sommes à Hyde, nord de l'Angleterre. Des rues calmes, des maisons en briques rouges, des jardins bien entretenus. Les voisins se saluent, les enfants jouent dans les allées. À cette époque, Hyde est une petite ville ouvrière de la banlieue de Manchester, marquée par la désindustrialisation. Beaucoup de familles vivent modestement, et les habitants se connaissent tous. Au numéro 12 de la rue W, un cabinet médical modeste attire peu l'attention. Une plaque discrète. Dr Harold Shipman, généraliste. À l'intérieur, un homme en blouse blanche sourit. Il connaît chacun de ses patients par leur prénom. Il prend le temps
écoute, rassure. Harold Shipman semble être le médecin idéal, bienveillant, attentif, charismatique. Le docteur Shipman y incarne une figure rassurante, celle du médecin de quartier qui soigne les générations successives, du grand-père au petit-fils. Les patients viennent souvent sans rendez-vous, déposant des gâteaux ou des cartes pour remercier leur docteur Fred. Dans les journaux locaux, son nom apparaît parfois dans les rubriques communautaires. Collecte de fonds, campagne de vaccination, soutien aux personnes âgées. Personne n'imaginerait alors que derrière ces gestes de bienveillance se cache l'un des pires prédateurs du Royaume-Uni moderne. Harold Frederick Shipman naît en 1946 à Nottingham. Une enfance ordinaire, des parents aimants, mais stricts. Très tôt, il se passionne pour la médecine. Durant ses études à Leeds School of Medicine, Shipman est reconnu comme un étudiant intelligent, mais réservé, obsédé par la précision. Cependant, en 1975, à peine quelques mois après avoir commencé à exercer à Todmorden, il est surpris en train de falsifier des prescriptions de pétidine, un puissant analgésique opioïde. Il en est lui-même dépendant. L'affaire éclate discrètement. Il suit une cure de désintoxication et échappe à la radiation. Cet épisode sera plus tard vu comme le premier signe de son rapport trouble aux médicaments. L'année suivante, il devient généraliste et s'installe à Hyde. Il inspire confiance. Ses patients l'adorent. Il visite les maisons, s'inquiète des plus fragiles, semble tout voir et tout comprendre. Shipman cultive une autorité naturelle. Toujours impeccablement vêtu, précis dans ses gestes, il parle avec un ton rassurant mais ferme. Dans son cabinet, tout est méticuleusement rangé. Dossiers classés, instruments parfaitement alignés. Certains patients racontent qu'il pouvait devenir froid, presque mécanique, lorsqu'on le contredisait. Il semble profondément marqué par la mort de sa mère, survenue alors qu'il avait 17 ans, d'un cancer du poumon. Durant les derniers mois, il observait les effets de la morphine administrée pour soulager ses souffrances, un souvenir obsédant qui aurait façonné son rapport à la mort et à la sédation. Les victimes qu'il choisit sont souvent âgées, seules, vulnérables. Certaines ont peu de famille, d'autres sont isolées par la maladie ou le handicap. Au début, tout semble normal. Des décès soudains, mais plausibles. Des crises cardiaques, des arrêts respiratoires. Les familles pleurent. Shipman est là, attentionné, offrant des funérailles rapides et des certificats de décès précis. Mais certains décès commencent à sembler étranges. Des patients en bonne santé meurent en quelques heures ou quelques jours. Dans les années 1980, plusieurs patients de Shipman décèdent peu après ses visites à domicile. Les certificats mentionnent des causes naturelles: arrêt cardiaque, embolie pulmonaire, vieillesse. Personne ne soupçonne rien. Mais entre 1992 et 1998, le taux de mortalité de ces patients devient anormalement élevé, près du double de celui de ses collègues. Des employés de la maison funéraire Frank Massey & Son, chargés de préparer les corps, commencent à remarquer que les patients du docteur Shipman meurent souvent dans des positions étranges, assis dans leur fauteuil, parfois encore habillés, comme s'ils s'étaient simplement endormis.
L'un des employés déclare plus tard: On plaisantait entre nous, en disant que s'il venait chez vous, il fallait commencer à faire vos adieux. Harold s'assure de gérer tous les documents officiels. Les funérailles, le testament, la paperasse médicale. Il contrôle tout. Et derrière cette façade de dévouement, il agit avec méthode. Chaque patient devient une pièce dans son sombre puzzle. Shipman utilise des doses létales de diamorphine. Calmement, méthodiquement, il injecte ses victimes. Parfois, elles s'endorment et ne se réveillent jamais. Parfois, il maquille les symptômes pour simuler une mort naturelle. Les certificats de décès sont falsifiés. Les collègues, la police, les médecins légistes font confiance à son jugement. Peu de questions sont posées. Shipman rédigeait lui-même les certificats de décès et insistait pour que les familles refusent l'autopsie, arguant qu'il s'agissait d'un passage inutile pour les personnes âgées. Il profitait également d'un détail administratif. Dans le système britannique de l'époque, les médecins généralistes pouvaient signer les certificats sans contre-signature obligatoire. Cette faille lui permettait de certifier la mort naturelle de ses propres victimes, sans éveiller de soupçons. Shipman choisit ses victimes avec soin, isolées, vulnérables, souvent âgées. Ainsi ses crimes passent inaperçus. Il n'y a pas de violence spectaculaire, pas de confrontation, juste un contrôle absolu sur la vie et la mort. Des analyses rétrospectives révéleront plus tard qu'entre 1977 et 1998, Shipman a probablement administré des doses mortelles de diamorphine à au moins 215 personnes confirmées, peut-être jusqu'à 450 selon certains chercheurs indépendants. Ces victimes étaient à 80% des femmes âgées de 60 à 90 ans, souvent veuves, qu'il connaissait depuis des années. Au fil des années, certains commencent à remarquer un schéma. Trop de décès, trop fréquents. Trop de patients disparaissent sans que personne ne s'en émeuve. Une infirmière se souvient de son obsession pour les certificats, de sa présence constante lors des décès. Les collègues remarquent qu'il insiste pour organiser les funérailles lui-même. Mais Shipman est respecté, charismatique. Sa réputation de médecin dévoué rend toute suspicion difficile. Dès 1996, le docteur Linda Reynolds, une collègue du même centre médical, signale le taux de décès inhabituel de Shipman au Medical Council et au coroner de South Manchester. Une première enquête est ouverte, mais vite classée faute de preuves. Shipman, confiant, continue à exercer, persuadé de son impunité. Entre 1997 et 1998, 3 autres signalements sont faits par des familles sans qu'aucune mesure ne soit prise. Cette succession d'avertissements ignorés sera plus tard considérée comme un échec systémique majeur du NHS, National Health Service, le système de santé d'Angleterre. Tout change en 1998, après la mort de Kathleen Grundy, retraitée aisée. Ses documents financiers ont été manipulés, son testament falsifié. La police commence à enquêter sérieusement. Les enquêteurs découvrent un schéma macabre. Plusieurs centaines de patients sont morts sous la garde de Shipman. Les preuves s'accumulent. Analyse toxicologique, certificats falsifiés.
témoignages de famille. Les chiffres sont accablants. Chaque détail révèle la méthode froide et calculatrice d'un homme capable de transformer la confiance en une arme silencieuse. La mort de Kathleen Grundy, ancienne mère adjointe de Hyde, marque un tournant. Sa fille, avocate, remarque que le testament a été modifié à la main, léguant toute sa fortune, près de 400 000 livres sterling, au docteur Shipman. Une autopsie révèle une dose massive de diamorphine dans son sang. Les policiers, menés par détective superintendant Bernard Postles, fouillent alors le cabinet médical de Shipman. Ils découvrent un ordinateur contenant des dossiers falsifiés. Il y ajoutait des notes post-mortem pour justifier rétroactivement les décès. Lorsqu'ils inspectent sa machine à écrire, ils y trouvent également des modèles de testaments vierges. Shipman est confronté à ces crimes. D'abord, il nie, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. L'affaire devient nationale. Les tabloïds britanniques le surnomment « Docteur mort ». Des familles reviennent sur des décès anciens. Des centaines de corps sont exhumés pour analyse. La presse publie des photographies de ces anciennes patientes. Leurs portraits juxtaposés sous un titre glaçant. Elle lui faisait confiance. Le procès commence en 2000. Il s'ouvre au tribunal de Crown Court de Preston sous haute surveillance. Les familles remplissent les bancs, tandis que la presse internationale couvre chaque audience. Les procureurs détaillent la méthode du médecin, ses signatures falsifiées, les traces de diamorphine retrouvées dans les flacons et les seringues. Les jurés écoutent les témoignages des familles, certains brisés par la culpabilité de ne pas avoir douté plus tôt. Shipman reste impassible, les bras croisés, notant parfois quelques mots dans un carnet noir. Il ne manifeste ni remords, ni émotion. L'accusation démontre que Shipman a tué au moins 15 patients et pourrait en avoir tué plus de 200. Témoignages, documents médicaux, analyses toxicologiques. Tout converge. Le jury découvre un homme méthodique, calculateur, qui exploitait la confiance de ses patients pour les assassiner. Le juge Alan Forbes déclare « Vous avez abusé de la confiance la plus sacrée que notre société puisse accorder. Vous avez transformé le serment d'Hippocrate en instrument de mort. » À l'annonce du verdict, certaines familles pleurent, d'autres restent figées. Les médias rappellent que même les tueurs en série les plus notoires, de Ted Bundy à John Wayne Gacy, ont rarement approché un tel nombre de victimes. Le Royaume-Uni est sous le choc. Un médecin, symbole de protection et de soins, s'est transformé en l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire moderne. Harold Shipman meurt en prison en 2004. Mais son impact est durable. Le système médical britannique est réformé. Suivi des prescriptions, audit des décès, contrôle accru des médecins. Ces réformes, appelées Shipman Inquiry, durent plus de 2 ans et publient un rapport en 6 volumes dirigé par Dame Janet Smith. Elles entraînent la création du General Practitioner Revalidation System, obligeant les médecins à rendre des comptes réguliers sur leurs prescriptions et leurs décès. Le contrôle des médicaments opioïdes devient beaucoup plus strict, notamment pour la diamorphine, désormais surveillée par des protocoles électroniques. Pour les familles, le sommeil des anges a été volé.
Des vies innocentes ont été sacrifiées par un homme de confiance. Son histoire rappelle que le mal peut se cacher derrière les blouses blanches, que la confiance absolue peut devenir une arme silencieuse. L'affaire a profondément bouleversé le rapport de la société britannique à la médecine. Dans les années qui suivent, plusieurs séries documentaires et pièces de théâtre reviennent sur la dualité du personnage. Le médecin dévoué et le monstre caché. À Hyde, la maison où se trouvait son cabinet reste vide pendant des années. Certains habitants évitent encore d'en parler. D'autres déposent des fleurs anonymes en mémoire des victimes. Dans les hôpitaux, un terme officieux circule encore parmi les soignants. Le syndrome Shipman, cette méfiance silencieuse qui rappelle qu'un excès de confiance peut être aussi dangereux qu'une erreur médicale. À Hyde, la mort avait un visage rassurant, celui d'un médecin en qui tout le monde croyait. « 10 mai 2014, Waukesha, dans le Wisconsin, une ville calme du Midwest américain, où les habitants se connaissent et se saluent par leurs prénoms. Des rues bordées d'arbres, des parcs verdoyants et des maisons aux pelouses bien entretenues. Ce matin-là, deux amies adolescentes, Anissa Weier et Morgan Geyser, 12 ans, se préparent pour une promenade. Elles discutent de leurs jeux vidéo préférés, de leurs histoires en ligne et de légendes urbaines qu'elles trouvent fascinantes. Elles parlent d'un personnage étrange, une figure mince, sans visage, aux bras interminables. Slenderman, une créature née sur Internet, sur un forum de fiction surnaturelle qui hante les forêts et enlève les enfants. À leurs yeux, Slenderman n'est pas seulement une légende, il est réel. Et ce matin, cette croyance va franchir la frontière du virtuel pour devenir une tragédie. Morgan Geyser est décrite par ses professeurs comme une enfant vive, imaginative, mais souvent perdue dans son propre monde. Elle aime les histoires de magie et de monstres, les dessins fantastiques, les mondes où les règles n'existent plus. Sa camarade Anissa Weier est plus réservée. Elle a parfois du mal à se faire des amis. À l'école, elle reste souvent seule pendant les pauses, son regard plongé dans l'écran de sa tablette. C'est leur passion commune pour les histoires étranges qui les rapproche. Très vite, leur amitié devient fusionnelle. Elles passent leur soirée à discuter sur Internet, à s'envoyer des liens, des images, des théories. Pour elles, Slenderman n'est pas un simple personnage. Il est une présence, quelqu'un ou quelque chose qui veille sur elles. Leur conversation tourne presque exclusivement autour de lui. Elles explorent le site Creepypasta Wiki, lisent des forums où des internautes affirment avoir vu Slenderman dans les forêts du Wisconsin. Elles tombent sur des vidéos floues, des photos retouchées, des témoignages inventés. Mais dans leur esprit d'adolescente, tout semble vrai. Chaque détail renforce leur croyance. Les longues tentacules, les enfants disparus, les proxys, ces enfants serviteurs choisis par Slenderman. Elle se persuade qu'il vit dans un manoir caché au fond d'une forêt, quelque part dans leur propre état.
Morgan en parle comme d'un guide spirituel. Anissa, plus rationnelle, hésite parfois, mais finit toujours par suivre sa meilleure amie dans cette obsession. « 10 mai 2014. Après l'école, Anissa et Morgan prennent une décision qui changera leur vie à jamais. Elles prévoient d'attaquer une camarade de classe, Peyton Leutner, 12 ans, une fille qu'elles connaissent à peine, mais qui, dans leur perception déformée, doit être offerte à Slenderman pour prouver leur loyauté. Elles se préparent méticuleusement. Avant cette matinée, elles avaient déjà tenté de passer à l'acte à 2 reprises. D'abord dans la salle de bain de la maison de Morgan, puis pendant une soirée pyjama. Mais à chaque fois, la peur ou l'hésitation les avait stoppées. Anissa transporte un couteau à la maison, caché dans un sac. Elles se rencontrent dans un bois près de Waukesha, un endroit isolé et parfait pour leur plan. Tout est soigneusement calculé. Pas de témoins, pas de traces. Elles croient fermement que si elles réussissent, Slenderman les récompensera et leur fera vivre éternellement dans un monde fantastique. Cette fois dans une créature fictive, alimentée par des heures de discussion en ligne, deviendra le moteur d'un acte terrible. Le matin du 31 mai 2014, le soleil filtre à travers les arbres du parc David's Park. Les 3 filles rient encore. Leurs voix résonnent entre les troncs. Rien ne laisse deviner ce qui va suivre. Peyton pense qu'elles vont jouer à cache-cache. Morgan et Anissa échangent un regard. Il n'y a pas de mots, juste un silence lourd, une entente muette. Tout semble irréel, comme si elles rejouaient une scène qu'elles avaient trop répétée dans leur tête. Elles s'enfoncent un peu plus dans les bois. Les feuilles craquent sous leurs pas. Un oiseau s'envole brusquement. Puis Morgan murmure quelque chose qu'Anissa seule entend. C'est maintenant. Peyton n'a pas le temps de comprendre. Un mouvement, un éclat métallique, puis la douleur. Le couteau frappe, encore et encore, 19 fois. Morgan tremble. Elle dit qu'elle est désolée. Anissa regarde, pétrifiée, comme si elle assistait à une vision qu'elle n'arrive pas à arrêter. Les 2 filles répètent qu'elles n'ont pas le choix, qu'il faut finir pour qu'il soit content. Elle parle de Slenderman comme d'un dieu affamé. Peyton rampe dans la terre humide. Anissa lui dit de rester allongée pour ne pas perdre plus de sang. Puis elle s'éloigne, persuadée que la forêt les mènera jusqu'à lui, jusqu'au manoir de Slenderman. Le vent souffle doucement, comme un soupir. Les oiseaux recommencent à chanter. Et dans le calme revenu du bois, la frontière entre le jeu et la mort vient de disparaître. Un cycliste découvre Peyton Leutner, allongée sur le bord d'un sentier, couverte de sang, répétant « Veuillez m'aider, je ne veux pas mourir ici ». Elle est encore vivante, mais gravement blessée. La police arrive rapidement. Les secours transportent Peyton à l'hôpital, où elle est opérée d'urgence. Les médecins déclarent qu'elle survivra, mais que les séquelles physiques et psychologiques seront durables. Anissa et Morgan sont rapidement identifiées comme les assaillantes. Elles n'ont pas fui, et certaines preuves, comme des messages électroniques,
et des témoignages de camarades confirment leur implication. La communauté est sous le choc. Comment 2 filles de 12 ans, élevées dans des foyers aimants, ont-elles pu planifier et tenter de commettre un meurtre? Lors des enquêtes, les experts découvrent la profondeur de leurs croyances dans Slenderman. Morgan et Anissa ont été influencés par le contenu en ligne, mais aussi par des troubles psychologiques individuels. Morgan a souffert de dépression et de troubles d'anxiété. Les psychiatres diagnostiquent chez elle une schizophrénie précoce. Ses hallucinations et sa conviction que Slenderman pouvait la tuer si elle désobéissait expliquent l'intensité de son délire. Anissa, bien qu'apparaissant plus stable, entretenait une fascination morbide pour les histoires de violence et d'horreur. Pour elle, Slenderman était réel. Il n'était pas seulement un personnage de fiction, il était un guide, un juge, une entité qu'elle craignait et respectait. Elles ont cru que commettre un meurtre leur permettrait de gagner sa faveur et d'être choisies comme servantes ou protégées. C'est un mélange de naïveté, d'influence en ligne et de vulnérabilité psychologique qui a conduit à l'attaque. Les filles sont arrêtées rapidement et inculpées pour tentative de meurtre au 1er degré. En raison de leur âge, les audiences sont complexes et très médiatisées. Les experts en santé mentale évaluent leurs responsabilités. Il est reconnu que les 2 adolescentes ne comprenaient pas pleinement la gravité de leurs actes et étaient fortement influencées par leurs croyances dans le Slenderman. En 2017, Anissa Weier plaide coupable et est condamnée à 40 ans de détention dans un centre pour jeunes délinquants, avec une possible libération conditionnelle après 20 ans. Morgan Geyser est reconnue non coupable pour raison de maladie mentale et est internée dans un établissement psychiatrique pour une durée indéterminée. Le procès révèle les détails terrifiants de l'attaque, mais aussi les dangers de l'exposition à des contenus en ligne violents chez des enfants vulnérables. L'affaire Slenderman a secoué les États-Unis et le monde. Elle a déclenché un débat sur l'influence d'Internet sur les jeunes, la responsabilité des parents et des écoles, et la manière de détecter les signes avant-coureurs chez les adolescents. Peyton Leutner survit, mais doit vivre avec des cicatrices physiques et psychologiques. Les familles d'Anissa et de Morgan sont marquées à jamais. Les communautés de Waukesha et de partout aux États-Unis se demandent comment éviter que des enfants croient tellement en une légende qu'ils commettent l'impensable. L'affaire inspire également des études sur la psychologie des croyances paranormales, la susceptibilité à la manipulation et l'impact de l'isolement social et de l'obsession en ligne. Aujourd'hui encore, Slenderman reste une figure de fiction, un symbole de l'influence de la culture Internet. Mais pour Peyton, Anissa et Morgan, et pour la communauté de Waukesha, il a été une force réelle, terrifiante, qui a franchi la frontière du virtuel pour toucher le monde réel. Cette affaire rappelle que les histoires, même inventées, peuvent façonner les comportements, surtout chez les esprits jeunes et vulnérables, et que le danger n'est pas toujours visible à l'écran. Il peut surgir des coins sombres, du cyberespace, et se matérialiser dans les bois tranquilles d'une petite ville. Pour les adolescents du Wisconsin et d'ailleurs, le Slenderman n'est pas seulement un mythe, il est un avertissement que même l'ami invisible le plus fictif peut déclencher des tragédies bien réelles. Et quelque part, sur Internet,
Slenderman continue d'attendre qu'on parle encore de lui. Nous sommes en plein été texan, à Waco, Texas. Les habitants se souviennent encore des étés chauds, des barbecues et des après-midi passés sur le lac. Les adolescents se baignaient souvent en groupe, riant et jouant près de la rive. Les familles installaient leurs chaises pliantes et parasols, créant une ambiance de communauté unie où chacun se connaissait, renforçant le sentiment de sécurité. 3 jeunes, Jill Montgomery, Raylen Rice et Kenneth Franks, profitent de cette journée d'été. Ils rient, discutent et s'amusent autour du lac, ignorant le danger qui s'approchait. Jill, 15 ans, Raylen, 14 ans, et Kenneth, 17 ans, connaissaient déjà le parc Spiegelville et avaient leur coin préféré, où l'ombre des arbres offrait un refuge discret. Cet après-midi-là, ils pensaient simplement profiter de la chaleur estivale et de la compagnie des uns et des autres. Lake Waco, habituellement symbole de détente et de loisirs, allait bientôt devenir le théâtre d'un événement qui marquerait la communauté à jamais. « 14 juillet 1982. Les 3 adolescents, Jill, Raylen et Kenneth, se promènent dans la zone du parc Spiegelville, proche du lac. L'ambiance est détendue. Les jeunes plaisantent, lancent des regards amusés, insouciants de l'ombre qui s'avance derrière eux. Des hommes les approchent, en apparence ordinaires. Mais leur calme dissimule un plan sordide. David Wayne Spence, Anthony Melendez et Gilbert Melendez, déjà connus localement pour leurs comportements inquiétants, ont préparé un acte atroce. Les auteurs avaient observé les adolescents depuis plusieurs jours. David, 18 ans, avait un casier pour des délits mineurs et un comportement antisocial marqué. Les frères Melendez étaient également surveillés par certains voisins, mais personne n'aurait pu imaginer l'ampleur de leurs intentions. En quelques minutes, la journée lumineuse et joyeuse se transforme en cauchemar. Les adolescents sont ligotés, maîtrisés et emmenés vers un lieu proche du lac. Le coin isolé choisi par les auteurs, à l'ombre des arbres et hors de portée des promeneurs, avait été repéré pour sa discrétion et sa proximité du lac, garantissant que personne ne viendrait interrompre leur plan. La nuit tombe sur Waco. Le lac reflète encore la lumière du soir, mais les rires ont disparu, remplacés par des cris étouffés et des sanglots. Les adolescents subissent une violence d'une intensité inouïe. Les rapports de police révèlent que les jeunes ont été ligotés avec des cordes et des sangles, et que des blessures par arme blanche ont été infligées avec méthode. Cette brutalité calculée témoigne d'une préméditation glaçante. Jill, Raylen et Kenneth sont frappés, mutilés et laissés près du lac. L'endroit où les corps ont été déposés était recouvert de végétation, difficilement accessible aux promeneurs, offrant ainsi aux criminels un lieu pour agir à l'abri des regards. Lake Waco, habituellement refuge de détente, devient témoin impassible de l'atrocité. Les eaux reflètent le ciel, mais absorbent en silence la peur et la douleur.
Le lendemain matin, le calme du lac est rompu par une découverte macabre. Des promeneurs alertent les autorités après avoir aperçu les corps allongés près des rives de Spiegelville Park. Les premiers témoins, pêcheurs et promeneurs matinaux, décrivent la scène comme surréaliste, incapables de comprendre qu'un tel crime pouvait avoir lieu dans un lieu qu'ils fréquentaient régulièrement. Les adolescents ont été tués à l'arme blanche. Les familles peinent à accepter l'horreur qui s'est déroulée dans un endroit supposé sûr. Les victimes ont été identifiées grâce à leurs vêtements et bijoux. La presse locale a rapidement relayé les détails de la scène, semant effroi et consternation dans la ville. La police sécurise les lieux, collecte les indices et amorce l'une des enquêtes les plus complexes de Waco. Les enquêteurs analysent chaque témoignage. Les familles décrivent les derniers mouvements des adolescents et les voisins signalent des comportements suspects. Rapidement, certains noms émergent. David Wayne Spence, déjà connu pour des délits mineurs, apparaît dans plusieurs témoignages. Les frères Anthony et Gilbert Melendez sont également interrogés. Le trio est soupçonné d'avoir prémédité le crime, utilisant la violence et l'intimidation pour s'assurer qu'aucune fuite ne soit possible. La police retrace les déplacements des suspects et reçoit plusieurs signalements de voisins les ayant vus rôder autour du lac avant le drame. Ces observations, combinées à des indices matériels, deviennent essentielles pour l'enquête. Des cordes et des vêtements ensanglantés, retrouvés chez Spence et les Melendez, corroborent les témoignages et permettent de relier les suspects aux victimes. Chaque détail permet aux enquêteurs de reconstituer le chemin suivi par les adolescents, depuis l'arrivée au parc jusqu'au lieu isolé où s'est déroulé le crime. Les interrogatoires se succèdent. Les suspects, d'abord calmes et détachés, commencent à montrer des signes de nervosité. La pression des enquêteurs et la gravité du crime finissent par faire émerger des contradictions dans leurs récits. Spence hésite parfois, trahissant des contradictions exploitées par les enquêteurs. Les frères Melendez finissent par confirmer leur participation, influencés par Spence, le cerveau du crime. Ces aveux sont renforcés par des preuves matérielles et des témoignages indépendants. La communauté de Waco observe attentivement l'évolution de l'affaire, suspendue entre horreur et attente de justice. Le lac, toujours silencieux, continue de refléter un ciel serein, indifférent à la tragédie qu'il a abritée. David Wayne Spence est arrêté et inculpé pour les meurtres de Jill, Raylen et Kenneth. Les frères Anthony et Gilbert Melendez sont également arrêtés et inculpés de complicité. Les procès sont longs et médiatisés. Les preuves médicales et les témoignages établissent la préméditation et la brutalité du crime. La communauté est secouée par la gravité des faits et l'âge des victimes. Spence est reconnu coupable et condamné à la peine capitale. Anthony et Gilbert Melendez reçoivent des peines de prison à perpétuité. La communauté réagit avec émotion. La justice a été rendue, mais le traumatisme reste palpable. Beaucoup ont eu du mal à retourner près du lac. Après les procès, Lake Waco
retrouve son calme apparent. Les habitants continuent de fréquenter le parc et les rives du lac, mais l'ombre de la tragédie plane toujours. La presse analyse l'impact psychologique sur la communauté. Les enfants sont surveillés de près. Des programmes de sensibilisation sont mis en place pour prévenir les drames. Les familles des victimes continuent de pleurer leurs enfants, marqués à jamais par la violence de cet été 1982. Les souvenirs des rires et de la légèreté de ces journées passées près du lac sont désormais mélangés à la peur et au deuil. Aujourd'hui, Lake Waco scintille toujours sous le soleil texan. Les eaux calmes invitent à la détente. Les familles viennent pique-niquer et les enfants jouent sur les rives. Pourtant, certains habitants, lorsqu'ils passent près du parc Spiegelville, se souviennent de l'été 1982, de 3 adolescents qui ont disparu et été tués dans un lieu qu'ils pensaient sûr. Le lac, miroir tranquille du ciel, conserve les secrets de cette tragédie. Le cri du lac n'est pas entendu par l'eau, mais résonne dans les mémoires, rappelant que l'innocence peut être brisée même dans les lieux les plus paisibles, et que derrière le calme d'un lac peut se cacher l'ombre la plus noire de l'humanité. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'est la fin de la 4e saison, déjà. Merci pour votre soutien. Cela aide beaucoup le podcast. N'oubliez pas de laisser un avis, de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans Macabre Mystère.